on va pas rester, on avait dit, on fait une focale sur la sécurité, on va passer sur la motricité et on va avoir deux parties. La première, on va essayer de regarder un petit continuum de formation sur les grandes étapes en escalade en vous proposant des axes de transformation. Et puis ensuite, on va partir sur le bloc avec les collègues et on va vous montrer pourquoi on investit massivement le bloc pour travailler tous ces enjeux de motricité et comment on organise ce travail bloc et en relation avec la voie. Alors, tout d'abord, un peu comme dans la sécurité, j'ai un cadre simple de 3 paramètres pour analyser. Sur la motricité, il y a beaucoup de cadres. Alors, on n'a pas fait une synthèse de tous les cadres, que ce soit test vide, version nantais, grenoblois, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur des cadres de lecture de la motricité. On a essayé de faire un petit parallèle, mais on s'y retrouve. En fait, chacun aborde les questions de la même manière. On retrouve toujours le travail des pieds, l'équilibre, la gestuelle, les distances de grimpe par exemple. Voilà. Nous, il y a 2 cadres qu'on va retenir. Un qu'on ne va pas présenter ce soir, mais ceux qui sont plutôt sur une activité de spécialité, je vous conseille fortement de le travailler parce que c'est un cadre, celui de Louvet, Vigouroux, qui travaille avec une lecture très fine en termes de biomécanique, de motricité, et je trouve ce cadre très riche de ce point de vue-là. Le cadre méthodologique, d'ailleurs, dans un des articles, est relativement bien fait et structurant pour pouvoir aborder la motricité de ce cadre-là. Par contre, on est un peu plus néophyte de l'activité. Celui de Rigotard ou de Castelnino, par exemple, c'est un cadre qui focalise sur l'action des bras et des mains, donc la capacité à s'adapter aux différentes configurations de prise, mais par rapport au niveau des préhensions et du travail des mains. Tout ce qui est relatif aux actions des jambes et des pieds, capacité à s'adapter par contre par rapport aux membres inférieurs. Tout ce qui est relatif à l'équilibration, s'équilibrer sur 3 appuis, 2 appuis, et puis commencer à jouer de l'équilibre ou à se déséquilibrer pour progresser. Et là, on va peut-être regarder davantage le centre de gravité pour voir ce qui se passe dans la progression du grimpeur. On a effectivement également l'espace de grimpe et tout ce qui est relatif à la prise d'information, c'est-à-dire la capacité de l'élève à lire, à identifier des passages dans la voie, une organisation du mouvement, ne serait-ce que tout simplement l'organisation de main droite, main gauche sur les prises qu'il va devoir aborder. Donc, c'est-à-dire chercher à davantage anticiper ce qu'il va faire plutôt que d'être en réaction à sa progression. Donc ça, c'est un enjeu de formation important. Et vous allez voir des élèves qui sont souvent perdus, qui tâtonnent, qui essayent, mais pour l'instant qui n'ont pas de projet de grimpe réellement. Et ça, c'est effectivement un axe qui me semble vraiment important. Et puis enfin, il y a toute la distance et la difficulté de grimpe. Il faut savoir qu'on est dans une activité de pleine nature, comme en course d'orientation. Tout ce qu'on va vous montrer, c'est dépendant du niveau du parcours que l'on fait vivre ou que l'on propose. La complexité de l'itinéraire, la distance à parcourir pour l'élève, va contraindre sa motricité, soit d'un point de vue énergétique, soit d'un point de vue technique lié à la difficulté. On peut donc faire des situations en aménageant une consigne ou en aménageant le grimpeur avec un scotch au chausson ou lui demander de grimper sans faire de bruit, mais ça ne sera pas la même chose dans une 5A, dans une toute prise, ou dans une 7A ou dans un 8A. Forcément, à chaque fois qu'on va augmenter le niveau de grimpe, derrière, on va avoir un indicateur qui va régresser, on va devoir s'améliorer en étant encore plus précis ou plus mobile sur l'appui par exemple. Alors, si on regarde par exemple des comportements d'élèves en situation de grimpe, on va avoir des configurations un peu prototypiques, on va avoir des élèves qui grimpent souvent de face, avec des élèves qui commencent à monter, peut-être chercher d'abord les solutions avec les prises au niveau des mains, au-dessus. Des élèves qui commencent à descendre le regard pour essayer de regarder un peu leurs pieds, mais dont le centre de gravité reste toujours entre les 2 appuis, avec des phases où ils vont être un peu figés, stagnants, en train de rechercher, demander de l'aide à son copain. Dès qu'il va avoir une prise un peu excentrée sur le côté, il va avoir du mal à l'utiliser parce que l'espace de grimpe s'élargit, mais il va falloir être capable de se déplacer et charger un appui pour libérer un autre appui. Donc ça devient un peu plus compliqué. Donc on va avoir des rythmes de grimpe, comme on peut voir la vidéo, un peu plus lentes, assez hachées, plus saccadées, et qui vont être des éléments révélateurs d'un niveau de pratique. On peut avoir des grimpeurs qui par contre vont s'engager, on va voir dans les espaces plus déversants, sur des voies un peu plus compliquées. D'ailleurs, vous avez vu que l'assureur s'était un peu endormi au départ.
Et puis des grimpeurs qui vont commencer à peut-être se mettre un peu plus de profil. Et ils vont commencer à avoir une motricité où on va s'équilibrer sur 2 appuis avec une main droite, une main gauche et avoir un enrichissement du répertoire technique avec une grimpe un peu plus fluide au fur et à mesure. Rigotard, j'aime bien parce qu'il met passer de l'élève qui grenouille tête en l'air à l'élève qui est plutôt lézard timide, de lézard timide au lézard téméraire, du lézard téméraire au lézard infatigable. Alors, sur ce cadre-là, je pense qu'il faut, nous, en EPS, rajouter quand même l'élève bloqué, crucifié, qui n'avance pas et qui n'a jamais décollé de sa séance et qui n'a jamais parcouru plus de 2 mètres parce que celui-ci, il va nous poser des difficultés. Et je pense qu'effectivement, il y a des élèves qui ont la possibilité d'aller plus loin. Alors, on ne va pas voir toutes les étapes ce soir, ça prendrait beaucoup trop de temps. On va juste faire 1 ou 2 focales pour essayer de comprendre aussi méthodologiquement comment on peut analyser. Donc, ça part toujours de vidéos d'élèves. Alors, par exemple, si on est sur des élèves qui sont ici bloqués, on peut les regarder pendant longtemps, de toute façon. Ils vont tâtonner, ils vont essayer des prises, ils vont recommencer. Voilà, les bras restent hyper fléchis, tout se passe devant eux dans un espace de grimpe très réduit. Ils ne regardent quasiment pas les pieds, ils n'ont pas confiance en leur appui. Et en fait, tout simplement, ils ne progressent pas. Et ça, ces élèves-là, il va falloir assez rapidement leur proposer quelque chose. Alors, des étapes, si je reprends les cadres, on a des élèves qui progressent de face, très peu, des angles très fermés, des pieds qui zippent, qui font du bruit, qui ne sont pas précis, qui sont posés en plein milieu de la chaussure. Quand ils n'ont pas de chaussons, c'est encore pire. Et on a des élèves qui sont bloqués, collés à la paroi. Voilà, on a ce type de profil-là. La première chose qu'il faut faire, on est face à des élèves qui sont anxieux, qui sont crispés sur les... Enfin, c'est peut-être tout simplement de les faire jouer. C'est peut-être tout simplement de leur proposer des structures qui sont suraménagées et leur permettre d'avancer dans la voie. J'aime bien et on aime bien certains auteurs. Mascret parle de pédagogie de l'étincelle, de pédagogie de la réussite provoquée. Valls, par exemple, dans l'épreuve de l'initiation, il insiste sur le fait que le contrat numéro 1, c'est d'amener les élèves en haut d'une voie ou au bout d'un itinéraire. Et s'il faut suréquiper l'environnement, mais n'hésitons pas à rajouter des prises. N'hésitons pas à pouvoir tirer sur une dégaine. N'hésitons pas à mettre... Alors, je sais que sur une dernière intervention, j'ai un de mes collègues qui propose par exemple un suréquipement avec des voies, des cordes, et Lucas Simon-Malray. Et voilà, on peut, alors après c'est poussé à l'extrême, mais bien sûr qu'on peut faire ça pour permettre aux élèves de vivre la même expérience que tous les autres, arriver en haut. Donc dès qu'on a un plan incliné, on le tire et on permet aux élèves d'essayer de trouver des solutions pour arriver en haut. Donc ça c'est important. Et ensuite, on va proposer beaucoup de jeux, avec ces élèves-là, où on va les faire travailler, on va voir, on zoomera sur le travail de bloc, on va suréquiper le milieu, on va réguler et adapter, on va les accompagner. Ça, c'est vraiment une posture professionnelle importante. Alors, là-dessus, on peut proposer des situations. Alors, là, on vous donnera, mais je donnerai accès au lien. On a proposé une petite appli où dans chacune des étapes, on a 5, 6, 10 situations qu'on vous propose et qui, par exemple, dans cette première étape, permet aux élèves de jouer sur la paroi. Et ça, on les verra samedi, on pourra prendre l'appli, on pourra sortir des situations et les mettre en œuvre pour pouvoir. Donc on va pas rester trop longtemps sur celle-là. On va avoir des élèves, deuxième étape, qui commencent à grimper, qui vont commencer à regarder devant eux, toucher beaucoup de prises, qui vont commencer à tirer un peu sur les bras, qui vont pour certains même monter un peu les jambes pour commencer à pousser. On va avoir des positions où on va avoir un peu des grenouilles qui montent les 2 pieds sur la même ligne et qui vont pousser. Donc on voit l'action des jambes qui devient un peu plus importante. Mais pour l'instant, l'action des bras reste prioritaire. C'est encore des élèves qui tractent beaucoup plus que des élèves qui ne poussent sur leurs jambes. Dans ces cas-là, il faut vraiment mettre le paquet sur, non pas le travail, la découverte ou le plaisir, mais là, il va falloir commencer à leur donner beaucoup de solutions pour travailler prioritairement avec les jambes. Donc, on a un profil, un grimpeur à l'échelle, grimpeur qui griffe et qui s'agrippe sur la prise avec une surconsommation d'énergie,
Grimpeur qui commence à jouer un peu plus sur l'avant du chausson, mais qui réajuste, qui tâtonne, qui s'y prend à plusieurs fois. Donc tout ça, c'est coûteux et c'est énergivore. Donc dans ces cas-là, il va falloir passer d'un élève qui progresse difficilement, en échelle, main droite, main gauche, pied droit, en privilégiant la traction, un élève qui utilise prioritairement la poussée des jambes, avec la capacité de temps en temps de prendre des repos. Et on verra la lecture. La lecture, on en fera plutôt au samedi. Si je reprends le modèle de valse, il lui dit maintenant il va falloir que les élèves arrivent en haut, mais il va falloir qu'ils arrivent en haut dans différentes configurations du mur, selon différentes contraintes. Et pour réussir dans différentes configurations, il va falloir qu'ils utilisent plutôt les jambes. Petit à petit, on viendra sur des voies et on verra plus réglementées, où on va imposer les mains par exemple. Les mains, vous prenez que les couleurs jaunes. Et les pieds, vous avez toutes prises. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de contraindre par l'activité des mains pour empêcher de faire ce qu'ils souhaitent, mais leur laisser la possibilité de trouver des solutions faciles avec les jambes. Parce que l'idée, c'est de mettre nos élèves en réussite sur le travail des membres inférieurs. Donc il vaut mieux contraindre les bras plutôt que l'inverse. Surtout quand ils ont besoin de prendre confiance dans leurs appuis-pieds. Donc, alors, il y a des situations, on pourrait faire des voies, le minimum de prise, main par exemple, pour arriver en haut. Ça vous oblige à monter un peu plus les jambes et à essayer de pousser pour prendre des prises de plus en plus éloignées. On peut prendre des voies, qu'on verra samedi, où en aménage, on met des voies au point. Par exemple, les gros bacs, ça vaut 10 points, les grosses crochetantes, ça vaut 5 points, et tout le reste, ça vaut 1 point. Grimpe en marquant le moins de points possible jusqu'en haut de la voie. On laisse la possibilité de prendre toutes les prises, mais l'élève essaie de marquer le plus faible score possible en utilisant des prises qui sont de plus en plus difficiles au niveau des mains. Ça va nécessiter de trouver des solutions davantage dans les jambes. Mais il y a des solutions aussi pédagogiques où on va demander comme consigne déplace 2 pieds avant de déplacer une main. Ou ne prends pas de prise main au-dessus de la tête. Ou Serge Testevide mettre des situations avec des menottes pour contraindre l'action des bras et obliger de déplacer ses jambes avant d'aller chercher une prise. Donc c'est une situation où il attache les mains, qu'il a fait passer dans le ponté et qui contraint. Alors, petit conseil, mettez plutôt un élastique de 100 hauteur qui permet à l'élève d'être en réussite, parce que quand c'est bloqué, c'est difficile. Avec l'élastique, il sait que derrière, il va chercher plus loin, donc il sait qu'il transgresse un peu la règle, mais en même temps, il ne chute pas. C'est quand même important de le laisser progresser. Voilà. Donc, ça pareil, des situations qu'on mettra en place aussi samedi et qui permettent de voir un ensemble de situations, mais l'idée, c'est vraiment de faire une focale sur le travail des jambes. Pour terminer, allez, cette deuxième, on va vers troisième étape, des élèves qui commencent à grimper de manière plus fluide, qui arrivent en haut de la voie, qui vont commencer peut-être à monter les jambes, à bien pousser sur les appuis, mais qui restent dans des couloirs de grimpe relativement restreints. Ils ont du mal à aller chercher des prises excentrées, trouver des solutions plus éloignées par rapport à eux. Là, on va peut-être améliorer le travail, notamment sur la capacité à transférer son poids du corps, à grimper sur 2 appuis, voilà, et peut-être aussi à améliorer la qualité des appuis. Donc là, on est sur un lézard qui sera plus téméraire. Donc dans les indicateurs, on est plutôt une grimpe de face, on commence à transférer son centre de gravité, on a un pied qui devient plus précis avec un avant du chausson qui est mieux utilisé, donc un peu plus sur la pointe, un peu plus sur l'écart. On a un équilibre qui commence à être contrôlé, on commence à être sur 3 appuis, on arrive à libérer assez facilement un des appuis pour aller chercher quelque chose d'autre, voire on va peut-être commencer même à être un équilibre sur 2 appuis. Dans ces cas-là, voilà, on a une grimpe qui reste lente, qui reste souvent dans un cylindre relativement restreint. Et il va falloir chercher à grimper davantage en amplitude, davantage en transférant. Et pour gagner en amplitude, il va falloir être beaucoup plus précis sur les pieds. Et il va falloir déplacer son centre de gravité et dissocier un peu le haut du corps et le bas du corps. Donc on va passer de quelqu'un qui va coordonner la poussée et la traction, donc on va associer le travail du haut et du bas du corps, et non plus travailler en focalisant son attention sur l'un des deux. Donc là, on peut avoir tout un ensemble de situations qui vont travailler le transfert. Alors, ça peut être des couloirs, donc sur des situations qu'on propose, des couloirs verticaux où on doit passer de part et d'autre d'un couloir, ou en bloc, de passer au-dessus de plusieurs couloirs, de telle manière à aller chercher des prises de plus en plus excentrées.
et de réussir à charger son appui pour pouvoir basculer dessus. On peut aller par exemple sélectionner un lot de prise à droite, un lot de prise à gauche, et puis amener les élèves à aller chercher dans ce lot de prise. J'ai pris une prise, un bac qui est plus important, une prise plutôt moyenne, une prise petite, et si tu arrives à faire ton mouvement avec la grosse prise, tu as réussi déjà à te déplacer à charger ton appui, puis tu vas chercher la prise qui est plutôt à gauche, et ainsi de suite. Puis si tu arrives à prendre la prise, la faire avec la prise de niveau 2, c'est que déjà tu es capable, tu pourras moins tirer dessus. Donc il va falloir que tu travailles en tirant un peu plus sur ton pied, en griffant un peu plus ta prise. Et si tu travailles avec les petits gratons, là ta main elle te sert à te stabiliser. Et c'est vraiment sur le travail de la poussée de la jambe et de charger l'appui qu'on va réussir à trouver des solutions. Donc dans ces situations-là, voilà. Alors il y a des auteurs aussi qui proposent des fils à plomb pour pouvoir essayer d'avoir un repère sur le centre de gravité. Alors, moi j'entends beaucoup de critiques sur des situations par exemple. Moi je trouve que, alors effectivement c'est pas un indicateur très stable. Un indicateur pour valider l'exercice, ça bouge beaucoup quand même ce fil à plomb. Par contre, ça a le mérite aussi de faire prendre conscience à l'élève de ce qu'est le centre de gravité, où il se situe et de donner une intention. Et si ça, on change la façon de grimper en ayant une intention chez le grimpeur, moi je trouve que c'est des situations qui ont tout intérêt pour certains élèves à être proposées, parce que ça permet de comprendre ce qu'on attend d'eux. Au moins d'essayer de se représenter ce qu'est un transfert, parce que sinon ça ne signifie pas grand chose. D'accord? Donc voilà, des situations qu'on va proposer de ce type-là. Voilà, donc, alors tout ça, c'est donc dans l'appli, on propose à chaque fois, on met, hop, transférer son de gravité, dans transférer son de gravité, 3, 4, 5 situations ou des situations de bloc qu'on peut proposer pour réussir à améliorer ce transfert de centre de gravité chez vos élèves. Donc au fur et à mesure, il y a chacun des thèmes qui peut être abordé, alors jusqu'à la grimpe de profil et ainsi de suite. Alors, bon, l'idée aujourd'hui, là, c'est pas tant de faire tout le continuum de formation, vous pensez bien, ça prend pas mal de temps. Mais samedi, ceux qui auront besoin, là, l'idée, ça sera plutôt de dire, tiens, on prend cette situation, on voit comment nous, on la met en place, quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un continuum et de savoir par quelle étape. Est-ce qu'on doit d'abord travailler le transfert avant la qualité de poste d'appui? Je sais pas, ça c'est pas une décision sur laquelle je pourrais trancher. Certains commenceront plutôt par la qualité de poste d'appui pour améliorer le transfert ensuite. Nous on a une trame qu'on a proposée, mais c'est pas une hiérarchie immuable. On peut très bien commencer par d'ailleurs un travail de lecture qu'on n'aura pas abordé aujourd'hui. On abordera plutôt sur le travail de construction de blocs, vous verrez par la suite. Voilà, donc ça c'est plutôt une trame et puis avec des outils qu'on a mis en place, donc on y reviendra samedi. Donc là par contre on va passer donc sur non pas le continuum mais sur le travail du bloc et du travail du bloc à ouvrir. Parce que si on veut améliorer la motricité, ces situations pédagogiques qu'on retrouve beaucoup en escalade, qui sont tout à fait envisageables, ne nous satisfont pas totalement. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à ouvrir en escalade et à proposer des ouvertures, on a pu déjà améliorer quantitativement le temps de pratique et on a pu surtout cibler les acquisitions en fonction des techniques qu'on veut faire travailler. Mais par contre, faut-il savoir comment ouvrir? C'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais vous allez voir que en fait, c'est facile à mettre en place dans un cours de PS avec les élèves.